Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'épisode de la généalogie de ton armoire sur le règne du roi Soleil. Dans les dernières vidéos, je vous ai donc parlé de la Fronde et comment elle a impacté Louis XIV, et je vous ai ensuite parlé de Versailles et du génie politique de Louis et de son premier ministre Colbert tourné vers le commerce. Dans ce troisième épisode concentré sur la dernière partie du règne de Louis XIV, nous verrons comment ses choix ont mené le pays au bord de la faillite et aura aussi terriblement impacté l'image de la France à l'international. L'un des sujets que je n'ai pas abordé lors des précédentes vidéos, c'est les favorites du roi. En effet, tout au long de son règne, Louis XIV a été grandement influencé par les femmes. La première fut Marie Mancini. Nièce de Mazarin et amour de jeunesse du roi, ils furent cependant vite séparés lorsque le cardinal se rendit compte de l'attachement du roi envers sa nièce et de son projet de la prendre pour épouse. Cette déception amoureuse fit réaliser à Louis son devoir de monarque envers la France. Il épousa par la suite Marie-Thérèse d'Autriche. Aussi, s'il ne tomba jamais réellement amoureux d'elle, il fut touché par l'amour et la dévotion qu'elle lui portait. Chose rare, il partagea sa couche avec elle tout au long de son règne. La première de ses maîtresses officielles fut Louise de la Vallière. Excellente cavalière, la jeune femme séduit le roi par sa candeur et son innocence. Aimant Louis d'un amour sincère et complètement désintéressé, elle ne demanda jamais aucune faveur de sa part, ni pour elle, ni pour aucun membre de sa famille. Elle lui donna plusieurs enfants illégitimes, mais l'intérêt de Louis ne dura pas. Car à l'automne 1666, Louis commença à s'intéresser à une autre dame d'honneur de la reine, Françoise dite Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. D'une grande beauté, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, chacun convenait qu'elle était belle comme le jour. En 1668, on disait que le roi ne pouvait tolérer d'être séparé de cette femme d'esprit. Intelligente et énergique, on ne s'ennuyait jamais en sa compagnie et sa confiance en elle ajoutait à son charme. Elle possédait aussi un sens de l'humour assez piquant et moqueur, parfois même cruel. Elle n'hésitait pas à tourner en dérision des courtisans parfois bien établis. Bref, on peut dire que c'était une petite peste. Malgré la liaison de Louis avec Madame de Montespan, la timide Louise de la Vallière refusa de céder sa place. Elle subit les railleries de la nouvelle favorite et le mépris de la cour. Elle eut droit à quelques retours de faveur du roi lorsque sa rivale était enceinte, mais Louis ne retourna jamais pleinement vers elle. Aussi, pour maintenir sa position, la pauvre dut subir le caractère odieux d'Athénaïs qui la traitait comme une domestique et qui se plaisait à l'obliger d'apporter les derniers détails à sa coiffure ou à sa tenue. Il n'est personne qui sache arranger mes dentelles comme mademoiselle de la Vallière. Elle donne à ce qu'elle touche une grâce incomparable. Je ne saurais me passer d'elle. Je m'efforce de vous satisfaire. Et voilà qui va parfaitement. Donnez que je baise vos doigts de fée. Pour l'avoir vue l'an passé, il m'a semblé qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Vous vous trompez. Elle est l'ombre de la marquise, c'est cela qui la tue. Ce surcroît d'humiliation contribuèrent à rendre Louise de la Vallière de plus en plus pieuse, et elle tenta de s'échapper dans un couvent. Les couvents à l'époque étaient des refuges pour les femmes cherchant à échapper au pouvoir des hommes. Des donations assuraient leur indépendance économique et de nouveaux ordres féminins virent le jour à cette période. Les Feuillantines, les Bernardines, les Visitandines, les Capucines et bien d'autres. Après qu'elle se soit échappée, le roi lui-même vint récupérer Louise pour la ramener à Versailles. Elle consentit, mais portait déjà la cilice sous ses robes en signe de repentance. Le 18 avril 1674, Louise quitta définitivement Versailles pour le couvent des Carmélites déchaussées, faisant partie d'un ordre particulièrement austère. Lors d'une séance d'adieu, elle demanda publiquement pardon à la reine, la souveraine lui demanda de se relever et l'embrassa en lui disant qu'elle était pardonnée depuis de longues dates. L'influence de la marquise de Montespan était telle qu'elle éclipsait littéralement la reine. Elle recevait des bijoux non seulement du roi, mais également des ambassadeurs étrangers. Elle fit cependant le très mauvais choix stratégique de choisir comme gouvernante de son premier enfant illégitime, la dévote veuve Scarron. Elle s'occupa d'abord d'eux dans un hôtel discret de la rue Vaugirard.
Mais en janvier 1674, les enfants légitimés quittèrent la clandestinité pour s'installer à la cour avec leur gouvernante. C'est à partir de cette période que la relation entre les deux femmes commença à se détériorer. Mais nous y reviendrons plus tard. La relation de la favorite avec Louis n'était pas au goût de tout le monde et fut largement décriée, notamment par les confesseurs du roi qui l'encourageaient à couper toute relation avec elle. Aussi, en avril 1675, Athénaïs se vit refuser les sacrements de Pâques. Humiliée et en rage, la favorite se retira. Mais la disgrâce de Madame de Montespan ne dura pas. Elle revint triomphante au printemps 1676 au sommet de sa superbe. Madame de Sévigné la décrit alors portant une robe d'or sur or, rebrodée d'or, et par-dessus un or frisé, rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine des étoffes jamais imaginées. Cependant, le temps passant, la beauté d'Athénaïs s'émoussait, et elle avait beaucoup grossi suite à ses nombreuses grossesses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut couper court au mythe du « au XVIIe et XVIIIe siècle, on aimait les femmes grosses ». Alors, ronde, oui certes, on aimait les femmes avec quelques formes, symbole de fertilité et d'une vie oisive et donc de statut. Mais il fallait toujours garder une certaine ligne. Le gros et l'embonpoint proche de l'obésité, ça par contre non, ça ne faisait pas partie des canons de beauté. Désolée. Louis se lassait également des humeurs de la favorite qui, jalouse des nombreuses infidélités du roi, lui infligeait des scènes de plus en plus pénibles. L'autre facteur qui précipita sa chute fut l'arrivée d'une nouvelle passion pour le roi, la jeune Marie-Angélique de Scorail de Roussy, demoiselle de Fontanges. Âgée de 18 ans et dont la beauté, disait-on, était fort au-dessus de tout ce qu'on avait vu depuis longtemps à Versailles. Louis, qui venait d'atteindre la quarantaine et en bon sugar daddy qu'il était prêt à faire des folies pour cette ravissante poupée qu'on disait aussi sotte qu'un panier. Le 27 avril, elle reçut le titre de duchesse assortie d'une pension, ce qui fit pleurer de rage Madame de Montespan. Mademoiselle de Fontanges mourra de manière prématurée d'hémorragie à la suite d'une fausse couche le 28 juin 1681. Certaines personnes, dont la duchesse de Fontanges elle-même, croyaient qu'elle avait été empoisonnée sur l'instigation de Madame de Montespan. En effet, Athénaïs, sentant que le monarque s'éloignait d'elle, avait besoin d'être rassurée. Aussi, elle alla consulter une devineresse de la capitale, Madame Voisin. Celle-ci lui proposa des filtres d'amour, des sortilèges, des pactes avec le diable afin de tenter de préserver la fidélité du roi. Ce qui nous amène à l'affaire des poisons qui fut le plus grand scandale du siècle. Si ce scandale a éclaté avec la Voisin, le problème existait à la cour de longue date. En effet, on parlait déjà d'empoisonnement depuis la mort d'Henriette d'Angleterre en juin 1670. En fait, dès qu'une mort soudaine se produisait, on parlait d'empoisonnement. En mars 1679, Catherine Dessailles, épouse Monvoisin, se fait arrêter. Mais ce n'est pas qu'une simple tireuse de cartes. Si elle vous proposait de vous dévoiler votre destin, vous pouviez aussi le modifier. Pour ce faire, étaient vendus des aphrodisiaques, poisons à base d'opium, de ciguë, d'arsenic ou de distillat de crapaud. Mais elle s'adonnait également à la magie noire et les fameuses messes noires qui étaient pratiquées sur le corps d'une femme s'accompagnaient de profanation d'hosties et parfois de sacrifices de nouveau-nés. La Voisin était aussi une faiseuse d'anges. Vous l'aurez compris, elle pratiquait aussi des avortements qu'elle réalisa en grand nombre, puis elle enterrait les cadavres des fœtus dans son jardin. On est sur une bonne ambiance donc. Le 7 avril 1679, Louis XIV créa une cour extraordinaire de justice à l'Arsenal, la chambre ardente en souvenir des institutions médiévales. Se lança alors une chasse aux sorcières et des centaines d'arrestations eurent lieu. On prononça 104 jugements, dont 36 condamnations à mort. Mais en juillet 1682, le roi mettra fin à ses travaux parce qu'en les poursuivant, il risquait de frapper trop haut. En effet, la clientèle de ces sorcières regroupait des gens aisés, notamment parmi la noblesse. Le 22 février 1680, la Voisin fut condamnée à mort. Et sa fille fut interrogée par Larénie, le lieutenant de police du roi. Elle révéla que sa mère travailla pour Madame de Montespan et que celle-ci, malade de jalousie, avait comploté un attentat contre le roi et Mademoiselle de Fontanges. D'autres accusés emprisonnés affirmaient avoir vu Madame de Montespan participer à des messes noires au cours desquelles on versait le sang d'enfants sacrifiés sur son corps dénudé. Alors s'il est avéré aujourd'hui que la favorite du roi fréquenta la Voisin ou la Trianon pour se fournir en filtre d'amour,
On peut cependant rejeter son implication dans la tentative d'assassinat. Premièrement parce qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à tuer le roi. Et ensuite parce qu'on ne peut pas donner crédit aux témoignages des prisonniers de la Chambre ardente à son encontre qui auraient sorti son nom probablement dans l'espoir d'échapper à la potence. Et quant aux messes, nous n'avons pas de preuve qu'elle y ait participé. De plus, Madame de Montespan, si elle n'était pas un modèle de sainteté, était quand même très pieuse. De ce fait, on peut probablement écarter le fait qu'elle ait pris des douches avec du sang de nouveau-né. Le roi lui-même ne donna jamais foi aux accusations qui l'accablaient. Mais ce scandale lui donna tout de même un prétexte pour s'éloigner d'elle. En effet, Louis s'était peu à peu rapproché de la gouvernante de ses enfants illégitimes, Madame de Maintenon. Madame de Sévigné écrit d'ailleurs à ce sujet le 20 mars 1680 et observe que la faveur de Madame de Maintenon augmente tous les jours. Il y a d'infinies conversations avec Sa Majesté. Le 5 juin, elle observe à nouveau les conversations de Madame de Maintenon avec le roi de 8h à 10h du soir en son appartement étaient d'une longueur à faire rêver tout le monde. Il est vrai que l'histoire de Françoise d'Aubigné est digne d'un conte de fées. Fille d'un criminel, née en prison, elle passera 2 ans de son enfance en Martinique avant de revenir en France où avec son frère et sa mère sans le sou, n'eut d'autre choix que de mendier sa nourriture. Elle épousa par la suite le poète et frondeur Paul Scarron, grabataire et difforme. Après sa mort, elle fut engagée par Madame de Montespan pour s'occuper de ses enfants illégitimes dans le secret, de peur que son mari qui ne s'était pas remise de l'infidélité de sa femme ne les réclame. Ce poste et ses services lui valurent en 1674 la gratification de 100 000 livres de la part du roi, avec lequel elle s'acheta le domaine de Maintenon. Après l'épisode avec Mademoiselle de Fontanges, son ascension fut fulgurante, et ses longues conversations avec le roi eurent raison du règne de Madame de Montespan. Cependant, Madame de Maintenon était une grande dévote. Sa relation avec le roi portait surtout sur la religion. Après Pâques 1680, elle l'avisa de passer plus de temps avec sa femme. Et en 1681, Louis cessa d'avoir des relations extra-conjugales. Lorsque la reine mourut en juillet de l'année 1683, le roi pleura et déclara en public que si lui avait donné 1000 raisons de se plaindre, elle ne lui en avait jamais donné aucune. C'est peu de temps après qu'il se maria en secret avec Madame de Maintenon. Certains pensent que la cérémonie aurait eu lieu dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683 dans la chapelle de Versailles. Ils se mariaient par amour à 45 ans, bravant la règle obligeant les monarques à épouser des individus de naissance royale qu'il avait été contraint de respecter en 1660 en se séparant de Marie Mancini. Sa relation avec Madame de Maintenon participa à le rendre plus pieux. Avec l'âge, son indulgence avec la religion prétendue réformée s'amenuisa également. Pourtant, dans sa jeunesse, le roi se targuait d'observer comme principe de conduite et de ses actions celle de ce grand prince de qui il avait l'honneur de descendre, Henri IV. En 1666, il dit des protestants « Ne m'étant pas moins fidèle que mes autres sujets, il ne faut pas les traiter avec moins d'égard et de bonté. » Colbert encourageait également les travailleurs protestants à venir en France. Ils n'étaient pas pénalisés comme les catholiques aux Provinces-Unies ou en Angleterre et jouissaient d'une protection de la couronne. On est donc dans une politique de tolérance. Cependant, à partir de 1678, les restrictions se multiplièrent quant à l'accès aux emplois, aux écoles et aux hôpitaux. Les protestants avaient interdiction de chanter des psaumes en public ou même leur domicile, à moins de les chanter à voix basse afin de ne pas être entendus dehors. Par la suite, Monsieur René de Marillac lança les dragonnades. Les dragons étaient des fantassins nommés ainsi parce que leurs fusils crachaient des flammes comme la gueule d'un dragon. Sur l'instigation de Marillac, les dragons étaient envoyés vers les foyers protestants afin d'encourager, on va dire plutôt forcer, les habitants à se convertir au catholicisme, d'où le verbe dragonner. Et ce fut efficace. En un an, on décompte 30 000 convertis, ce qui encouragea Louis XIV à poursuivre ses dragonnades. Cependant, cette méthode choqua les cours européennes. Si en France on étouffait les débordements de ces soldats logés de manière disproportionnée dans les foyers huguenots, les gazettes étrangères rapportaient des cas de femmes violentées, humiliées, traînées par les cheveux, de vieillards attachés à des bancs, de pieds chauffés, de privation de sommeil et de roulements de tambours incessants.
Bah tu m'étonnes que le nombre de convertis ait été aussi nombreux quand on use de méthodes telles que les menaces, le viol, la torture physique et psychologique. En octobre 1685, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes. Si beaucoup pensaient que cette décision fut influencée par la pieuse Madame de Maintenon, elle n'a en réalité eu que très peu d'influence dans les décisions politiques de Louis. Elle-même faisait part de son impuissance dans ses correspondances, et s'il est vrai qu'à partir de 1701, son influence sur le roi s'est accrue et qu'il lui demandait souvent son avis, dans le fond, son opinion était prise en compte que lorsqu'elle allait dans la direction souhaitée. Mais quelle influence la piété accrue de Louis XIV a-t-elle eu sur le costume? Eh bien, en ce qui concerne la mode masculine, les hommes à la cour portent le juste au corps, qui devient de plus en plus cintré et qui s'évase vers le bas par des basques amples et plissées. L'ouverture des manches et des poches sont bordées de passementeries. Cependant, les ornementations du juste au corps se feront de plus en plus sobres vers la fin du règne de Louis. En effet, influencé par Madame de Maintenon, il aspire à beaucoup plus de simplicité que durant l'époque somptueuse de Madame de Montespan. Les couleurs qu'il portera se feront également beaucoup plus sobres en choisissant des tons bruns et ocre. On est donc loin des couleurs chatoyantes du début de son règne. Les manches du juste au corps s'allongent et se finissent par de larges revers. En dessous, l'homme porte la veste. Celle-ci, auparavant de la même longueur que le juste au corps, se raccourcit et prend l'allure d'un gilet. Elle est sans manches et le devant est richement décoré, mais le dos, qui n'était montré que très rarement, était généralement dans un tissu plus ordinaire. En dessous est portée la culotte. Celle-ci se resserre et se finit juste en dessous du genou. Elle est généralement faite du même tissu que le juste au corps ou bien d'un simple tissu noir. Les bas de soie sont systématiquement portés avec la culotte. Ils peuvent être roulés par-dessus pour qu'ils tiennent. Ces trois éléments, juste au corps, veste et culotte, forment un ensemble appelé l'habit à la française, qui sera porté par les nobles et la bourgeoisie jusqu'à la Révolution. Cet ensemble s'exportera également au-delà des frontières de France et sera adopté par toutes les cours européennes. Sous l'habit, l'homme porte toujours la chemise en guise de sous-vêtement, et ses manches amples et finies de dentelle dépassent du juste au corps. Si la mode fut un atout politique pour Louis XIV, elle devint aussi le moyen de montrer son patriotisme. Nous l'avons vu, la cravate de dentelle fut portée par Louis XIV pour soutenir et faire la promotion des manufactures françaises. Mais elle eut plus tard une autre symbolique. En 1692, la France est en guerre contre les Provinces-Unies, et l'Angleterre, et le Danemark, et aussi l'Écosse. Bref, Louis XIV, dans sa crise de mégalomanie, fout le bordel en Europe, mais nous y reviendrons plus tard. Durant la bataille de Steenkirk, les officiers français se font surprendre à l'aube par une attaque. N'ayant pas le temps de nouer correctement leur cravate, ils effectuent un nœud négligé et la coincent dans leur boutonnière pour ne pas être dérangés. Malgré la surprise de cette attaque, les armées françaises remportent cette bataille et la mode de cette cravate, portant le nom de Steenkirk, se répandra à la cour chez les hommes et les femmes en signe de patriotisme. En ce qui concerne les chaussures, les hommes portent toujours le soulier carré. Ceux-ci sont munis d'une languette sur le coup de pied, qui est parfois rabattue, afin de dévoiler une doublure colorée. Et la mode est toujours au talon rouge. Pour ce qui est de la mode féminine, vers la fin du règne et sous l'influence austère de Madame de Maintenon, le costume va aussi drastiquement changer. Le manteau devient l'un des principaux éléments du costume féminin. Long vêtement pourvu de manches descendant au coude et dont les pans arrière se portent toujours relevés, répartit le volume sur l'arrière. Vers la dernière décennie du XVIIe siècle, le corsage du manteau s'ouvre parfois sur le corps baleiné et est recouvert d'une pièce d'estomac, une sorte de plastron rigide et richement décoré. Comme pour les hommes, les manches de la chemise du dessous dépassent du manteau et se finissent par des engageantes. De nombreuses modes de motifs vont se succéder durant le règne de Louis XIV, encourageant ainsi les courtisans à renouveler de plus en plus leur garde-robe. Les motifs floraux seront très appréciés, notamment au travers des indiennes, et plus tard ce sont les rayures qui viendront orner les jupons de ces dames. Le jupon porté sous le manteau peut être uni, à motif ou richement décoré de galons, passementeries, prêt-à-taille et falbalas.
Le type de robe et de tenue se diversifie aussi pour les dames à cette période. Par exemple, les femmes aiment adopter des éléments du vestiaire masculin, notamment pour les tenues des cavalières, portées donc exclusivement lorsqu'elles montent à cheval. La tenue se composait d'un jupon et d'une veste inspirée du répertoire militaire qui avait notamment pour but de protéger les vêtements du dessous de la poussière. Un autre type de robe était également apprécié à cette période, c'était la robe battante. On doit cette mode à Madame de Montespan qui adopta ce type de robe ample et fluide afin de cacher ses nombreuses grossesses. Les femmes se sont également mises à porter des robes d'intérieur à l'allure décontractée appelées déshabillées. Ces robes longues et ouvertes sur le devant étaient des tenues d'intérieur que les dames portaient dans leurs appartements privés, notamment pour recevoir. Le déshabillé était porté par-dessus un corsage, un jupon, ainsi qu'une chemise de lin. De nombreux accessoires voient également le jour. Si l'utilisation de l'éventail s'est généralisée à la cour, on peut ajouter à cela l'utilisation de manchons de fourrure en hiver pour les hommes et les femmes. Ce manchon peut être accompagné pour les femmes d'un collet de fourrure appelé la palatine, du nom de la duchesse Palatine, l'ayant mis à la mode. Pour ce qui est de la coiffure, le port de la perruque s'est généralisé chez les hommes. La cascade de boucles tombant sur les épaules prend de plus en plus de hauteur vers la fin du règne de Louis. Divisée en deux parties par une raie au milieu sur le crâne, les deux monts en forme conique sur le haut de la perruque prennent le nom de binette. Ces nouvelles perruques deviennent de plus en plus lourdes, et il convient de se raser la tête pour en supporter le poids. Pour les femmes, leurs coiffures prennent aussi de la hauteur, notamment avec la célèbre coiffure que Mademoiselle de Fontanges aurait improvisée en 1679 lors d'une chasse. Se trouvant décoiffée, elle aurait relevé ses cheveux sur le sommet de sa tête au moyen d'un simple ruban. Devenue la Fontange, cette coiffure d'abord négligée finit par se transformer en un véritable bâtiment fait d'un amoncellement de fils de fer, rubans, cheveux et dentelles. Cette coiffure extravagante exaspéra d'ailleurs les moralistes de l'époque et le roi lui-même. En ce qui concerne l'hygiène, eh bien comme vous l'avez probablement déjà entendu, c'était assez rudimentaire. En effet, la croyance populaire de l'époque selon laquelle l'eau véhiculait les maladies faisait que les gens ne se baignaient pas. En tout cas, pas pour se laver. On se baignait quelquefois, mais généralement c'était à but curatif. Et donc les bains étaient prescrits par un médecin. À la place, on effectuait ce qu'on appelle une toilette sèche. On se nettoyait le visage et les mains dans une bassine d'eau et on se frictionnait le corps avec un linge sec ou imbibé d'alcool. Bon, on va dire que ça avait au moins le mérite de désinfecter. Ouais, vous l'aurez compris, l'hygiène c'était pas trop ça à l'époque. Pour ce qui est de la beauté, hommes et femmes se fardaient. C'est également à cette époque qu'apparaît la mode des mouches. Ces petits morceaux de tissu, de taffetas ou de velours étaient à l'origine utilisés pour cacher les cicatrices laissées par la variole, une maladie qui faisait rage à l'époque et qui, si elle ne vous tuait pas, vous laissait la peau grêlée. On en portait à profusion, parfois jusqu'à 15 en même temps, et on pouvait faire passer différents messages selon l'endroit où on la plaçait. Par exemple, une mouche placée au coin de la bouche portait le nom de baiseuse. Portée sur l'arête du nez, elle devenait l'effrontée, ou sur le front, on l'appelait alors la majestueuse. Si le début du règne de Louis XIV et la politique instaurée avec l'aide de son premier ministre Colbert réussit à redresser l'économie de la France ainsi que de la hisser au rang de l'une des plus grandes nations d'Europe, ses succès dissimulaient des faiblesses intérieures. Jeune homme, Louis avait été considéré comme bon. À 40 ans, corrompu par la flatterie et le pouvoir, un nouvel homme avait fait son apparition. On estimait que Louis manifestait peu de charité, de compassion, d'humilité ou de modération. Le narcissisme, le manque de mesure, l'absence de réalisme et l'incapacité de prévoir les conséquences de ses actes étaient devenus des traits caractéristiques de Louis XIV. Après le décès de Colbert en 1683, ces erreurs ne firent que croître en nombre et en gravité. Sur son lit de mort, Louis XIV conseilla au jeune Louis XV de ne pas l'imiter dans les guerres. La simple constatation de près de 33 années de guerre sur 54 ans de règne et les centaines de milliers de morts nous montrent le bilan accablant de la politique étrangère du roi.
La révocation de l'édit de Nantes participa également à ce déclin, non seulement en détériorant l'image de la France auprès des autres pays européens qui commençaient à s'unir contre elle, mais en provoquant également le transfert du monopole culturel, commercial et technique à ses rivaux. En effet, l'oppression des Huguenots porta préjudice à l'économie, car dans presque tous les métiers, les travailleurs les plus capables et les plus riches commerçants étaient protestants. Après 1685, Londres attira nombre de travailleurs du luxe tels que des ébénistes, soyeux, cordonniers et tailleurs, mais aussi des maîtres de danse, des médecins, des orfèvres, armuriers, horlogers, graveurs, cartographes et libraires. Emportant une partie de leurs outils avec eux, les patrons de la RPR étaient même parfois suivis de leurs ouvriers catholiques. Les Huguenots contribuèrent à attiser la haine de l'Angleterre envers la France avec leurs récits de persécution, mais paradoxalement les rapprochèrent culturellement et commercialement. Bien sûr, en France, peu de gens exprimèrent leur réprobation. En effet, comme généralement quand on persécute une minorité, elle procure à une partie de la population le plaisir de prendre part à des actes jugés patriotiques ou d'en être les spectateurs, ainsi que d'avoir des opportunités d'acquérir à moindre frais les biens des persécutés. C'est tout bénef. Outre les guerres coûteuses et les persécutions intérieures, le pays déjà au bord de la banqueroute, au cours de l'hiver 1708 et 1709, la France dut affronter les catastrophes climatiques. Pendant 11 jours, la température descendit à moins 15 degrés. Au cours des années précédentes, l'abondance de blé était telle que la France pouvait exporter. En 1708, il y en avait si peu que le pays était au bord de la famine. Le secteur de la soierie lyonnaise s'effondra. Il n'y avait plus ni argent ni crédit. Au total, près de 630 000 Français seraient morts de froid et de faim. Et l'année qui suivit ne fut pas mieux. À l'été 1709, les rivières en crue ainsi que les orages de grêlons ravagèrent les rares récoltes qui restaient à moissonner. La haine du peuple grandit envers la famille royale. Des placards étaient distribués. Certains faisaient l'éloge de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, d'autres comme une chanson proposaient au peuple de France une solution à l'anglaise qui avait bien avant la France exécuté son souverain Charles Ier lors de la Grande Rébellion. Pourtant, et malgré le climat plus mauvais et des impôts plus élevés qu'en 1789, les nobles étaient trop bien récompensés par des privilèges et étaient trop impressionnés par le roi pour s'adonner à des révoltes. Qui plus est, l'idéologie monarchique ne fut jamais remise en cause. La France fut sauvée de la famine grâce aux cargaisons de blé que son allié l'Empire ottoman lui envoya. C'est l'un des seuls alliés qui lui restait d'ailleurs, avec l'Espagne, la Suède et la Bavière. Cette chute de la France fut notamment renforcée par le fait que le monarque fit preuve d'un manque de jugement dans le choix de beaucoup de ceux qui le servaient, notamment en matière de finances et de politique étrangère. Il ne sut pas non plus choisir de bons médecins. D'ailleurs, la mort prématurée de nombre des membres de sa famille, dont son épouse, son fils, l'aîné de ses petits-fils, sa belle-fille, 2 de ses arrière-petits-fils et de la vie de certains courtisans du roi lui-même, fut précipité par les mauvais traitements de ces derniers. Le futur Louis XV ne survécut que parce que sa gouvernante plutôt clairvoyante le tint éloigné des médecins. Bon, à ce niveau-là de la vidéo, on a atteint le point Godwin de la déprime. Aussi vais-je tenter de finir cette vidéo sur une note positive. Si la fin du règne de Louis XIV fut certes un désastre à bien des niveaux, laissant à sa mort un royaume au bord de la faillite à son descendant, on ne peut cependant réduire le règne du roi Soleil à cet échec. Louis XIV a contribué à moderniser le royaume, passant d'un système de cours reposant sur des règles post-féodales à une société classique qui s'ouvrira plus tard sur la civilisation des Lumières. Louis fut en mesure de jouer un rôle d'envergure mondiale grâce à la puissance du royaume de France. Versailles servit magnifiquement ce but. Il ne fut pas édifié seulement pour la France, mais pour impressionner les visiteurs étrangers et éclipser les autres palais passés et présents. 300 ans après sa mort, cet édifice demeure encore aujourd'hui le symbole de la culture française à travers le monde. Il se servit de l'art comme d'un atout politique et le vêtement occupa également cette place tout au long de son règne, tantôt utilisé pour accorder des faveurs, il devint également un moyen de soumettre la noblesse en les obligeant à dépenser toujours plus pour paraître à la cour. Le costume, tout comme la politique qu'il instaura, servit de modèle à toutes les cours d'Europe et perdura jusqu'à la Révolution. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et la partager, ça aide vraiment à soutenir la chaîne et mon travail. Si vous voulez voir d'autres contenus dédiés à l'histoire du costume, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'histoire et de mode.